On entend tout et n'importe quoi sur les ventes d'entreprise. Vous annoncez à tout le monde que vous voulez une valo de 1 milliard. Les personnes qui étaient prêtes à payer 600 ou 700 millions, ils vont même pas venir dans le process parce que vous avez trop parlé. Il ne faut pas qu'à un moment, il y ait un client qui passe un appel et avec cet appel, il met en danger la société. Chez les jeunes, on a identifié une génération qu'on appelle la génération jackpot. C'est des entrepreneurs. S'ils sont pas devenus multimillionnaires, voire même milliardaires en 3-4 ans, ils ont l'impression d'avoir échoué. Réussir à vendre sa société avec une bonne valo, ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour réussir à vendre sa société, mon conseil... Marketing Square. Dans cet épisode, on va vous dévoiler les 10 critères pour bien valoriser sa société. Et je reçois le maître de l'entrepreneuriat, Vincent Klinbel. Il a fait plus de 30 acquisitions et c'est le mentor caché des plus grands entrepreneurs. Vincent, bienvenue. Merci beaucoup pour ton accueil, Caroline. Qu'est-ce qui te fait repérer une boîte plus qu'une autre ? On va d'abord faire une analyse extrêmement analytique, vraiment beaucoup de rationnel, avec des audits financiers, sociaux, légaux, fiscaux, même des études et des analyses sur la réputation des dirigeants pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là, c'est toute une équipe. On a 5 personnes dédiées au M&A en interne. En plus, on fait appel à énormément de partenaires quand on va auditer une société pour augmenter nos chances de ne pas se tromper, sachant que le rachat d'entreprise, c'est pas une science exacte, on peut jamais être sûr à 100%, il y a toujours une part de risque, mais plus on est rigoureux, plus on utilise la bonne méthodologie, plus on augmente ses chances de ne pas faire d'erreur. Et ça, c'est 50% de ma décision. Et les 50 autres pourcents, ça va être l'instinctif. Et la réussite, une belle acquisition, c'est un mix entre les deux. Entre d'un côté, une analyse analytique très poussée, et de l'autre, mon instinct. Est-ce que mon instinct me dit que je vais bien m'entendre avec ses fondateurs, avec qui nous, très souvent, on s'associe. Est-ce que je vois un énorme potentiel sur ce marché ? Et voilà, ce mix entre instinctif et analytique fait qu'on a fait des acquisitions qui sont bien passées. Comment tu repères une boîte ? Est-ce que c'est un post LinkedIn ? Est-ce que tu reçois un deck par email ? La plupart du temps, comment ça se passe ? C'est quoi les circonstances de la rencontre ? Alors, il y a plusieurs leviers. Comme je te disais, on a une équipe M&A en interne donc, qui passe sa journée à sourcer des sociétés. D'accord. Donc, il va sourcer. Moi également, je rencontre énormément d'entrepreneurs en permanence pour sourcer des deals. Et ensuite, on fait appel à des banquiers d'affaires, donc des boutiques M&A. Donc, c'est des sociétés qui sont spécialisées dans la mise en relation entre entrepreneurs et entrepreneurs, d'ailleurs, pour nous trouver des pépites. Et donc, il y a plusieurs types de mandats. Soit des sociétés les ont contactés pour vendre. Donc, c'est ce qu'on appelle le mandat de vente. Donc, ils ont un mandat de vente et donc, ils viennent me présenter des sociétés qu'ils représentent. Soit, on peut leur donner un mandat à l'achat et je leur dis, moi, aujourd'hui, je cherche une boîte en cybersécurité. Et donc là, ils vont sourcer dans leur vivier des boîtes en cybersécurité. Ils vont les convaincre d'être ouverts aux opportunités et là, ils vont nous présenter. Donc, où est-ce qu'il faut se mettre pour être trouvé ? Quand tu es créateur d'entreprise, ça fait 3 ans, ta boîte a bien grandi, tu te dis, en fait, j'ai un peu envie de lâcher la corde, peut-être pas disparaître tout d'un coup, mais voilà, avoir un peu de cash out pour acheter quelque chose, par exemple. Moi, j'aimerais bien savoir concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais à ta petite nièce si elle veut qu'on la trouve ? Très simplement, alors, si tu veux vendre ta boîte, la première chose à faire, c'est de contacter un banquier d'affaires, ce qu'on appelle une boutique M&A. Donc, c'est un expert qui va sourcer des sociétés et qui va mettre en relation des entrepreneurs pour effectuer une opération de M&A. Comment on les contacte ? On envoie un message sur LinkedIn, c'est plutôt par email. Est-ce qu'on vous voit, on tutoie ? Comment est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors, c'est un milieu assez traditionnel. Moi, je vous conseille de commencer par les vous voyez. Ouais. Pour les contacter, il y a énormément d'annuaires qui listent les banquiers d'affaires, les banquiers M&A. Et voilà, il faut les contacter et aller les pitcher. On fournit quoi ? Qu'est-ce qu'on met dans cet email ? Au début, c'est une prise de contact, mais rapidement, le banquier d'affaires, il va faire ce qu'on appelle une request list. Il va demander une liste de documents pour pouvoir étudier l'opportunité. Donc, premier réflexe à avoir quand on contacte un banquier d'affaires avant de lui envoyer la request list, c'est de signer un NDA, donc une clause de confidentialité, afin qu'il ne divulgue pas trop d'informations sur le marché. Et une fois qu'on a signé ce NDA, on envoie les documents et à partir de là, le banquier peut aussi donner, selon lui, selon son expérience, une estimation de la société et il va dire à mon avis, je peux la vendre tel montant. Quand on vend sa boîte, c'est un peu comme quand on veut vendre son bien immobilier. C'est son bébé, on a un peu tendance à le survaloriser. Comment est-ce que vraiment on peut valoriser son entreprise de façon hyper cartésienne ? C'est quoi la méthode, les critères à mettre en place pour pas que la pomme tombe trop loin de l'arbre ? Dans ce que tu dis, il y a 2 types de valorisation. Il y a déjà quel est le prix que j'espère obtenir. Et après, la vraie valorisation, c'est le marché qui va la donner. C'est-à-dire, à un moment, on va solliciter des acquéreurs, des fonds de private equity, et il va y avoir des enchères. Et en fait, c'est à la fin du process qu'on sait combien vaut vraiment la société. Maintenant,
avec l'expérience, les banquiers M&A, il faut en pitcher plusieurs et ils vont chacun donner une fourchette de valorisation. Et à l'issue du process, le marché dira si on arrive à faire aller jusqu'au bout, parce qu'il y a plein de process qui ne vont pas jusqu'au bout finalement. Soit on n'a pas le prix attendu, soit on n'a pas d'offre. Et ensuite, le marché confirmera. Pour réussir à vendre sa société, mon conseil, c'est tout d'abord de contacter plusieurs banquiers d'affaires, de les faire pitcher, de vérifier qu'ils s'accordent sur la valo potentielle et ensuite de choisir celui avec qui on a le meilleur fit, celui qui a le meilleur track record dans notre secteur. Les banquiers d'affaires sont souvent spécialisés, donc si on a une société qui fait un logiciel SaaS, c'est bien d'être accompagné par un banquier d'affaires qui a une énorme expérience et qui a vendu déjà 15 boîtes dans le secteur. Il connaît mieux les acheteurs, il connaît mieux la société et donc il va être plus à même de représenter la société. Alors moi, ce que je recommande quand on prépare un deal, mais c'est vraiment très personnel, il peut y avoir d'autres avis, c'est de ne pas trop parler valorisation au marché en début de process. Parce que de toute façon, le prix, c'est le marché qui va le déterminer. Vous allez avoir 10 bidders, ils vont tous bidder à peu près dans les mêmes valos et c'est le marché qui aura parlé. Si vous communiquez au marché une valo beaucoup, beaucoup trop importante, vous risquez de déchauffer des potentiels bidders qui seraient venus et qui, dans le cadre d'enchères, auraient pu ensuite augmenter leur prix. Et vous les avez découragés parce que vous annoncez à tout le monde que vous voulez une valo de 1 milliard. Et donc, les personnes qui étaient prêtes à payer 600 ou 700 millions, ils ne vont même pas venir dans le process parce que vous avez trop parlé. Moi, ce que je recommande, c'est de laisser le marché parler. Et c'est le marché qui déterminera votre prix de vente. Finalement, on se rend compte que c'est vraiment comme dans l'immobilier. D'abord, on regarde combien vendent les autres. On contacte 2-3 agences. Si on trouve une agence spécialisée dans notre type de bien, typiquement un bien atypique, on va aller chez Espace Atypique. On sait que la clientèle va rechercher ça. Moi, je vois de plus en plus de marketplace qui se lancent aussi. On a un copain qui a lancé Dot Market. Il y a Mathieu Stéphanie que tu connais qui a lancé Alvo. Qu'est-ce que tu penses de référencer aussi sa boîte sur ces marketplaces ? Est-ce que c'est plutôt positif ? Est-ce que ça peut segmenter la recherche ? C'est quoi ta religion là-dessus ? Moi, je suis très favorable. Tout moyen qui permet de rentrer en contact avec des potentiels acheteurs, c'est un bon moyen. Après, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé et qui est très important. Quand on parle d'un conseil M&A, il y a vraiment le mot conseil. C'est-à-dire, il ne va pas que présenter un acheteur et un vendeur et juste mettre en relation. Parce que pour réussir un process, il y a tout un travail de préparation. Vendre sa société, c'est un peu comme un examen. Ça se prépare longtemps en avance. Et plus un process est bien préparé, plus les chances de le réussir augmentent. Et donc, la préparation, ça passe par ce qu'on appelle des VDD, donc des vendeurs due diligence. Et donc, il faut préparer une vendeur due diligence financière avec tous les agrégats financiers. Il faut une VDD stratégique pour mettre en exergue tous les avantages compétitifs de la société, en social, en légal. Et c'est donc un dossier qui peut mettre 1 année à se préparer. Et une fois qu'on est prêt, il faut lancer le process. Mais ça peut faire peur parce que ça a l'air de coûter énormément d'argent. Et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent se laisser décourager en se disant en fait, il y a tellement de travail, il y a tellement de frais à engager derrière. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? J'interromps l'épisode 2 secondes pour te donner un bon plan. Si t'en as marre des événements B2B ronflants, les Big Boss, ce sont les événements premium qui connectent des porteurs de projets dans le marketing digital avec des partenaires vraiment qualifiés et des pairs. Comment ça fonctionne ? Via un matchmaking ciblé. Des rencontres stratégiques pour avancer concrètement sur tes enjeux, des insights et des contenus exclusifs pour affiner tes décisions et de vraies opportunités business dans des cadres exceptionnels. Alors si toi aussi tu crois très fort au pouvoir du réseau, rejoins-nous. Le lien pour t'inscrire est en description et en attendant, bon épisode à tous. Alors là, moi, je te parle de grosses sociétés. Nous, on a acheté et vendu des sociétés quand même d'une certaine taille. Et moi, j'avais calculé que lors de mon dernier LBO, lors de mon dernier process, j'ai passé 750 heures sur le deal sur une année. Donc 750 heures. Et donc, ça comprend tous les banquiers M&A que j'ai rencontrés avant de choisir celui qui allait nous accompagner, tous les pitchs que j'ai pu faire devant des industriels ou des financiers ou des fonds de private equity. Et tout ça cumulé, c'était 750 heures. Est-ce que tu recommandes à n'importe quel entrepreneur qui a un business qui grossit de quand même faire un espèce d'état des lieux pour voir si finalement se faire racheter, en tout cas en partie, ça pourrait pas être intéressant? Est-ce que ça fait pas partie de la formation continue d'un bon entrepreneur de toujours rester vraiment connecté à la valeur marché de sa boîte? C'est toujours bien pour un entrepreneur d'échanger avec le marché, donc d'échanger avec ses pairs, de faire de la veille M&A et de regarder à combien ont été valorisés ses concurrents. Moi, dès que j'ai un confrère qui a une très grosse valo, et là dans notre secteur, on a eu énormément de confrères qui ont eu des valos exceptionnels, moi en fait, ça me fait plaisir parce que je me dis le marché
valorise bien nos actifs et voit le potentiel dans nos sociétés. Donc c'est plutôt, pour moi, des nouvelles très rassurantes. Et en ce moment, dans notre secteur, il y a beaucoup d'actualités. Et pour moi, je prends ça comme des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je dois vérifier dans mon business pour arriver face à un acheteur sans être ridicule? Alors pour moi, la boîte idéale, celle pour laquelle les acheteurs, que ce soit des fonds private equity, de VC ou des acquéreurs potentiels se battraient, c'est une boîte qui aurait une hyper croissance, donc en termes de chiffre d'affaires, par exemple, plus de 15% de croissance par an. Ça, c'est hors norme. C'est bien. À partir de 15%, on devient une boîte très recherchée. Ensuite, une société avec une hyper rentabilité, donc une rentabilité comprise entre 10 et 20%, donc c'est-à-dire l'EBITDA, le bénéfice, que l'EBITDA sur chiffre d'affaires fasse au moins 10-15%. Alors là, on a aussi, ce serait des boîtes, une boîte qui fait 15% de croissance par an et 10-20% d'EBITDA, ça serait très recherché. Ensuite, que ce soit les industriels ou les investisseurs, ils regardent beaucoup la récurrence du chiffre d'affaires et donc se dire qu'on ne remet pas les compteurs à zéro chaque année, mais qu'on a déjà une récurrence. Donc ça, c'est dans le SaaS, on l'a énormément, mais dès qu'il y a des abonnements, dès qu'il y a des contrats qui sont signés sur 2, 3, 4, 5 ans, tout de suite, ça rassure parce qu'on a de la visibilité sur plusieurs années. Mais sans dépendance, parce que tu me disais aussi, c'est intéressant, il ne faut pas que la boîte tienne sur 3 gros clients, 3 contrats. Alors, il faut une répartition du portefeuille client. Typiquement, moi, ce que j'aime bien, c'est que le top 3, le top 4, le top 5 clients pèsent moins de 30-40% du chiffre d'affaires global. Parce que moi, j'ai la théorie du coup de fil. Il ne faut pas qu'à un moment, il y ait un client qui passe un appel et avec cet appel, il met en danger la société. À partir du moment où on a un portefeuille client qui est diversifié, donc je sais pas, 100, 200, 300 clients, un appel ne suffit pas à mettre en danger la société. Et donc voilà, j'aime bien qu'on répartisse donc, les clients. Et moi, je vais même plus loin, parce que c'est très important aussi d'être réparti sur différents secteurs. Par exemple, d'être sur la grande distrib, sur la pharma, d'être sur la banque finance assurance, et de ne pas être dépendant d'un secteur. Parce qu'il ne faut pas que, si à un moment, le monde de la banque finance assurance va mal, et que nous, 90% de notre business, c'est la BFA, on se retrouve en difficulté. Donc, répartition des clients, répartition par secteur, et après, ça c'est très recherché, la répartition géographique, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et être uniquement en France. Et donc, ça aussi, c'est très rassurant pour avoir une très belle valorisation, d'avoir au moins 30, 35%, 40% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Donc, c'est très important. Et il ne faut pas, bien évidemment, parfois, je vois certains entrepreneurs qui disent on est présent dans 15 pays, mais en fait, ils ont 2 personnes par pays, donc ils ont juste des drapeaux. Des country managers. Voilà, ça ne suffit pas. Il faut avoir une vraie présence, c'est-à-dire quand même une vraie équipe, des bureaux, parce qu'il y a beaucoup de bullshit autour de je suis présent dans 20 pays. Parfois, les personnes, ils sont 100 dans la boîte et ils sont dans 20 pays, donc tu n'arrives pas à comprendre trop. Et parfois même, ils adressent les pays de la France. Quand je parle d'internationalisation, ça veut dire avoir des bureaux, avoir des commerciaux, avoir des développeurs dans le pays. Après, ça, c'est du génie marketing. Est-ce que ça se valorise aussi ou est-ce que c'est un red flag chez une boîte d'avoir justement l'air sexy? C'est quoi ta religion là-dessus? Moi, ce que je suis et ce que j'aime quand je rachète une société, c'est la sincérité des dirigeants et le fait de me dire que je peux avoir confiance en eux. Parce que là, on a parlé de beaucoup de critères, mais en fait, le critère numéro 1, c'est la qualité des dirigeants et c'est la confiance qu'on peut avoir en eux. C'est ton premier critère. Ouais, la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai confiance dans cette personne? Et à chaque fois que j'ai fait moi-même, que j'ai vendu une société, l'acquéreur, a pu se dire je peux avoir confiance en lui. Malgré ton casier judiciaire. Ouais, bien sûr. Tu sais que je suis ancien avocat, tu peux pas avoir le casier quand tu es avocat. À vérifier. Vous pourrez, avec plaisir. C'est important la sincérité, c'est important le service après-vente quand on a vendu sa société, de rester en bonne relation et de faire en sorte que post-acquisition, tout se passe bien, parce que la réputation d'un entrepreneur ou d'un serial entrepreneur, c'est très important. Et pour moi, un entrepreneur qui s'est mal comporté dans ses ventes précédentes, c'est un énorme red flag et je peux ne pas faire de deal juste parce que j'entends qu'il ne s'est pas bien comporté dans ses expériences précédentes. Comment est-ce que tu entends ces choses-là et comment est-ce que tu te renseignes? Ça dure combien de temps? Alors là, on parle du fondateur, mais aussi des équipes dirigeantes. Oui. Le top management. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un des critères qui est important, parce qu'on parlait de tous les critères de valorisation. Il ne faut pas que la boîte, elle soit trop dépendante du dirigeant. C'est très important d'avoir une vraie équipe et de se dire, de la même manière, quand on parle de diversification, on n'est pas dépendant d'un secteur, on n'est pas dépendant d'une géographie. Il ne faut pas être dépendant non plus d'un seul dirigeant qui, s'il décide de partir, on se retrouve dans une situation compliquée. Il prend toute l'équipe avec. Donc en fait, par exemple, je peux te prendre l'exemple du magasin Colette à Paris, qui était un magasin qui vendait des produits
exclusif. The Place to Be. The Place to Be, mais c'était un magasin qui était très dépendant de la dirigeante, Colette. Le magasin portait son nom et quand elle a quitté l'entreprise, tout de suite, il y a eu des effets sur la croissance. Donc c'est vrai qu'une phrase très importante des entrepreneurs, qu'un entrepreneur très successful m'a partagé, c'est de ne pas mettre son ego au-delà de ses intérêts. Et en fait, l'intérêt de l'entrepreneur, c'est que sa société fonctionne même sans lui. Et il faut à un moment accepter que même si on a créé cette société, il faut accepter qu'elle puisse cartonner sans nous. Et ça, c'est très, très important. Et pour ça, il suffit de bien s'entourer, de bien déléguer. Parce que sur la valorisation, ça va énormément jouer. Une boîte qui est trop dépendante du dirigeant, surtout sur une grosse entreprise, c'est un trop gros risque pour l'investisseur de tout miser sur une personne. C'est contre-intuitif total parce qu'on a appris toute notre vie à devenir indispensable. C'est ce à quoi nous prépare le salariat. Et du coup, c'est étonnant que tu dises faut réussir dans son business à être présent le moins possible. Et d'ailleurs, toi, c'est ce que tu fais. Comment tu te renseignes sur le top management? C'est quoi tes outils? Et est-ce que tu as déjà déterré des trucs rigolos juste avant de finir un deal? Alors, nous, on se renseigne énormément sur les managers. Donc, soit c'est des managers qu'on connaît depuis longtemps et avec qui on a des relations. Et donc, du coup, là, on a moins besoin de faire des audits. Sinon, on peut être amené à faire des audits réputationnels. Et donc, il y a des sociétés spécialisées qui vont nous donner des infos sur les dirigeants. On peut toutes les photos de soirée. Voilà, on peut interroger des anciens salariés. Et c'est vrai que parfois, on a eu des grosses surprises qui ont fait qu'on n'a pas été sur des deals parce qu'on a entendu des mauvaises choses sur le dirigeant. Est-ce qu'il y a des grosses dingueries qu'on peut découvrir en grattant justement dans le passé d'un dirigeant ou en auditant les salariés? Il y a des histoires complètement folles. Là, j'ai entendu récemment qu'un confrère avait annulé, donc un process avait annulé un deal parce qu'il avait appris que le dirigeant signait des ruptures conventionnelles et demandait après le remboursement en cash pour pas payer les indemnités. Quelque chose de totalement choquant, contraire qui est une infraction pénale, contraire à toute l'éthique et toutes les valeurs. Et c'est vrai que c'est profondément choquant. C'est pour ça que c'est important de bien se renseigner, de faire des audits pour pas à un moment se retrouver avec un dirigeant qui ne partage pas les valeurs de la société. Mais comment ils ont fait pour s'en rendre compte? C'est les audits, en fait, c'est interroger des personnes proches de la société, c'est l'audit réputationnel, donc vraiment se renseigner sur la réputation d'un dirigeant qui va permettre d'éviter des écueils et d'éviter des énormes erreurs. Toi, tu vas sur Glassdoor aussi, tu me disais, il y a quelques outils qu'on peut recommander à n'importe qui aussi pour la réputation de l'entreprise sur Glassdoor, la note sur Glassdoor peut révéler aussi l'ambiance de la société. C'est très important pour moi aussi quand j'analyse un dossier d'aller voir les bureaux de l'entreprise parce que dans les bureaux, je sens l'énergie, on sent l'atmosphère. Est-ce que les gens font semblant de travailler? Peut-être, il peut y avoir des coups de bluff, mais j'ai jamais racheté une société sans être allé voir l'ambiance et sans avoir rencontré les équipes. D'ailleurs, un critère qui est en train d'émerger aussi, tu me disais, c'est la stratégie RSE. Finalement, c'est pas juste pour faire bien sur LinkedIn, ce truc-là. Ah oui, c'est très important. Et pourquoi c'est important? Parce que les fonds de private equity ou les industriels ont leur propre feuille de route RSE et sont obligés, quand ils vont investir ou racheter une société, de prendre en compte tous ces critères. Donc, il faut le faire d'abord avec le cœur, parce que c'est très important pour l'éthique, mais également, c'est un enjeu business dans le cadre d'une revente. Et il y a des organismes spécialisés, par exemple Ecovadis, qui va donner une note à l'entreprise. Nous, c'est vrai qu'on aime bien quand les sociétés qu'on regarde sont Ecovadis, Gold ou au moins Silver, avant de les racheter, ou au moins qu'elles aient une feuille de route très claire sur ces sujets pour s'intégrer dans le groupe. Évidemment, dans les nouvelles tendances, il y a aussi l'IA, dont tout le monde parle, qui transforme les business. Est-ce que toi, tu le prends en compte maintenant dans tes critères de valorisation, la résilience à l'IA? Effectivement, il y a 2 points. Le premier, c'est je vais regarder comment l'entreprise utilise l'IA pour augmenter sa propre productivité. Ça, c'est un indice. C'est un indice qui est très important. Nous-mêmes, on a mis de l'IA partout. On a un Chief AI Officer. Et donc, c'est très important que l'IA soit au cœur du projet. Et ensuite, on se pose la question de savoir est-ce que c'est un business qui est IA résiliente? C'est-à-dire, est-ce que un outil IA peut venir concurrencer et donc rendre inefficace ou inutile le service ou l'outil qu'on va regarder. Oui, est-ce que la boîte que tu fais n'est pas le modèle de diversification d'une autre boîte plus grosse qui va faire ça mieux que toi et juste manger tout le marché? Exactement. Il y a un truc qu'on m'a toujours dit quand j'ai fait rentrer des invests dans ma boîte, c'est attention, parce qu'au moment de la revente, on va regarder de très près ta cap table, comment sont répartis tes investisseurs. Franchement, quand tu arrives sur une cap table, qu'est-ce qui est important ou pas, Vincent? Alors, je pense que le choix des investisseurs, c'est capital pour la future revente.
Quand Ça on décide, exactement, quand on décide de faire une opération en 2 temps, donc d'abord une levée ou faire entrer un fonds de private equity et dans un second temps une vente, la réputation des fonds est très importante. Typiquement, chez nous, on a 2 des plus gros fonds français de private equity. Et c'est vrai que c'est très rassurant pour un industriel qui regarderait un dossier de se dire, si ces 2 fonds qui sont les plus successful en France ont investi dans cette société et ont fait des audits ultra poussés, Biais d'autorité. c'est que la société en vaut le coup. Donc c'est important d'essayer d'attirer les fonds les plus sexy, les plus connus du secteur. Donc ça vaut le coup, comme pour les écoles de commerce, de tout de suite taper avec le meilleur concours parce que derrière, ça t'ouvre des portes. Une fois que tu as signé le gros investisseur, tu as montré patte blanche et les autres vont moins faire gaffe. Oui, et surtout ne pas regarder que la valorisation. On peut parfois avoir plusieurs offres sur la table et entre une offre d'un fonds qui va extrêmement bien accompagner et qui va jouer sur la croissance future et un fonds qui a une meilleure valo mais qui va être sleeping partner, moi, je choisis tout de suite le fonds qui a la meilleure réputation et qui va le mieux nous aider. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un fonds de private equity ou d'investissement devient associé et donc va énormément aider la croissance de l'entreprise et va être déterminant dans le succès. Est-ce que c'est vrai que plus il y a de gens sur une cap table, moins c'est sexy? Ouais, en fait, la vraie question qu'il faut se poser quand on parle de cap table, c'est qui prend les décisions. Est-ce qu'un entrepreneur, on le laisse diriger la société ou est-ce qu'il faut qu'il demande l'avis et l'autorisation de 50 personnes avant de pouvoir prendre une décision, ce qui risque d'être très peu productif puisque ça risque de freiner la prise de décision et donc ça va se sentir sur l'agilité de la société. Tu regardes aussi les ressources humaines, comment est-ce que les employés sont gérés? C'est quoi les indices de performance ou les red flags? Est-ce que par exemple pour toi, il faut qu'une boîte elle ait beaucoup de salariés? Est-ce que pour toi, une boîte avec que des freelances, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est vraiment important? Déjà, les ressources humaines, c'est la clé de voûte de la réussite d'une entreprise. Une société dont le taux de départ des salariés est supérieur à 20%, moi je préfère même 15%, c'est un red flag pour moi, parce que ça montre que le taux de rétention des salariés n'est pas assez élevé. Et en plus de ça, quand on regarde des KPI comme le taux de départ, le taux de rétention des salariés, il faut bien retenir une chose fondamentale, c'est que le départ d'un salarié d'une entreprise, ça équivaut à 6 mois de perte de salaire pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que quand un salarié décide de partir ou quand on met fin à une relation contractuelle avec un salarié, il faut mandater un cabinet de chasse pour retrouver un autre candidat. Il faut ensuite onboarder le candidat. Il faut le former. Il a toujours une période de ramp-up et de montée en compétences. Et tout ça, ça coûte 6 mois à l'entreprise. Donc, se tromper dans le recrutement d'un salarié, ça peut coûter cher. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je regarde non seulement comment l'entreprise recrute, mais je vais regarder aussi ce fameux taux de rétention des salariés. Et je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui investissent beaucoup d'argent dans le sourcing de candidats avec des cabinets de chasse, mais elles n'investissent pas assez dans comment je vais faire en sorte de retenir mes salariés et de faire en sorte qu'ils se sentent bien pour augmenter mon taux de rétention. Donc elles ne s'en rendent même pas compte, mais à chaque départ d'un salarié, c'est 6 mois de salaire de perdu pour l'entreprise pour le remplacer. Vincent, on va passer à un petit vrai-faux et on va démystifier un peu tous les trucs qu'on entend sur les ventes d'entreprise. L'idée, c'est de pas trop réfléchir et de me dire spontanément qu'est-ce qui te viendrait en tête. Vrai ou faux, il faut valoriser sa boîte au maximum. Alors moi, je dirais faux, mais en tout cas, ça dépend de si tu quittes l'entreprise ou si tu souhaites continuer à rester dans l'entreprise et si tu gardes des parts. Quand tu es réinvestisseur aux côtés de l'acquéreur, ton intérêt, c'est d'avoir une valorisation juste pour, d'un côté, faire un cash-out satisfaisant, mais de l'autre côté, avoir des chances de faire un très gros multiple sur la part que tu vas investir. Donc, il ne faut pas avoir la plus grosse valo, il faut avoir une valo juste et équilibrée. Vrai ou faux, il faut mieux faire une fausse vente, mais sortir la tête haute. Moi, je suis pour toujours l'authenticité. Si c'est pas une vente, mais on donne une partie du fonds de commerce, tout ça, tout le marketing autour, moi, je trouve que c'est beaucoup de bullshit. Ouais, c'est vrai que souvent, on voit dans la presse une communication sur une très grosse vente. Enfin, on a l'impression que c'est une grosse vente, alors qu'en fait, c'est un entrepreneur qui décide de céder parfois gratuitement son fonds de commerce, mais il veut un peu habiller d'un point de vue marketing pour son personal branding. Moi, j'avoue avoir échoué certaines entreprises, et d'ailleurs, j'en suis presque fier parce que c'est ce qui m'a appris et ce qui m'a permis après de faire des gros succès. Et donc, il ne faut pas avoir honte non plus quand on ne fait pas la sortie espérée, et ça ne sert à rien de bullshiter, autant être sincère et réussir celle d'après. Vrai ou faux, il faut mieux attendre 10 ans pour revendre sa boîte. Alors, sur la durée,
il y a mon frère qui a une expression qui me fait beaucoup rire. C'est qu'il remarque que chez les jeunes, on a identifié une génération qu'on appelle la génération jackpot. C'est des entrepreneurs qui lancent une société et que s'ils ne sont pas devenus multimillionnaires, voire même milliardaires selon eux, en 3-4 ans, ils ont l'impression d'avoir échoué. Et ça, c'est parce qu'on a quelques exemples d'entrepreneurs qui ont eu une chance extraordinaire, qui ont gagné au loto et qui très rapidement ont eu des grosses valos. Mais c'est l'exception de l'exception. Un entrepreneur doit être patient et réussir à vendre sa société avec une bonne valo. Ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça me fait beaucoup rire, moi, tous ces start-upers qui veulent être valorisés très très vite et qui montent une société dans l'unique but de la revendre. David, qui est d'ailleurs venu ici faire 3 épisodes de Marketing Square. J'ai failli renommer le podcast Clean Bell Square. On l'embrasse. Vrai ou faux ? Revendre sa boîte, ça se joue uniquement sur le CA. Alors, totalement faux. Alors, nous, dans notre cas, ça se joue plus sur le bénéfice, sur l'EBITDA. Le CA, c'est un des agrégats et qui montre la croissance. On parle de CA, mais ce que va acheter un investisseur ou un industriel, c'est la croissance future. Et ce qu'il faut réussir à démontrer quand on lance un process, c'est de rassurer sur la croissance future et les cash flows futurs de la société. Vrai ou faux, il faut lever avant de vendre. Ni vrai ni faux. Si lever permet d'atteindre la croissance nécessaire pour lancer un process à terme, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas nécessaire, lever pour lever, c'est une énorme erreur. Pour moi, lever, c'est presque un échec, parce qu'une belle société, c'est une société aussi qui réussit à s'auto-financer et qui réussit une hyper-croissance sans avoir besoin d'aide et de financement extérieur. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma précédente entreprise. Nous n'avions pas levé et c'est une énorme fierté d'être parti de 0 à 600 salariés sans avoir levé 1 euro. Et pour moi, c'est une fierté d'avoir réussi ça sans avoir dû faire appel à des capitaux extérieurs. Justement, vrai ou faux, lever des fonds, c'est saut 2020. C'est ni vrai ni faux, mais il y a quelques années, j'avais l'impression que lever des fonds, c'était presque une fin en soi. Qu'on avait levé des fonds, on avait réussi. Alors que lever des fonds, ce n'est qu'un moyen pour réussir. Et souvent, il y a des jeunes entrepreneurs qui n'arrivaient pas à faire la différence entre lever et développer sa société. Ce sont 2 choses différentes. Ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment qu'un moyen. Et vrai ou faux, il faut racheter des boîtes pour se développer 2 fois plus vite. Pareil, ni vrai ni faux. Si on arrive à avoir une hyper-croissance et une hyper-rentabilité sans faire de croissance externe, faut le faire. Mais c'est vrai que dans notre cas, combiner une croissance organique très soutenue avec de la croissance externe maîtrisée, ça permet d'aller plus vite. Mais en fait, ça dépend vraiment de chaque entreprise. Merci Vincent. Et maintenant, vous avez toutes les clés pour comprendre combien vous pouvez vendre et puis comment et quand le faire. Quels sont les bons moments, les signaux à écouter, les red flags, les green flags, tout ce qu'il faut considérer quand on veut vendre son entreprise. Et puis, si vous avez envie d'en acheter une maintenant, vous savez aussi le protocole à opérer. Merci Vincent d'être venu Caroline, merci nous beaucoup. éclairer. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Quel est ton terrain de jeu privilégié ? Partout, sur LinkedIn, avec plaisir. Partout, sur LinkedIn principalement. Sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, depuis quelques temps, voilà, un peu partout. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour la hotline de Caro pour poser toutes vos questions en direct. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.